Le 9 avril 1241, dans les plaines de Silésie, près de la ville de Legnica, l'Europe a failli basculer dans l'oubli. Ce jour-là, la chevalerie polonaise et les meilleurs guerriers du continent ont affronté une force qu'ils ne comprenaient pas, une armée qui allait redéfinir leur conception même de la guerre. Les chroniqueurs de l'époque ont décrit cette journée comme l'œuvre du diable. Le pape Grégoire IX lui-même a qualifié les envahisseurs mongols de messagers de l'enfer. Ce n'était pas une exagération. Les Mongols avaient déjà détruit tout ce qui se trouvait sur leur passage. Kiev, la grande cité qui brillait comme un joyau de la chrétienté orientale, n'était plus qu'un amas de ruines fumantes. Les principautés russes, autrefois prospères, gisaient sous les sabots de la horde. Maintenant, c'était au tour de l'Europe centrale, et personne ne savait comment les arrêter. Pour comprendre ce qui s'est passé à Legnica, il faut revenir en arrière. En 1206, un guerrier nommé Temujin avait uni les tribus mongoles sous sa bannière et pris le titre de Gengis Khan. Ce qu'il a construit ensuite défie l'imagination. En à peine 2 décennies, son empire s'est étendu de la mer du Japon jusqu'à la mer Caspienne. Il a conquis l'empire Jin en Chine, détruit l'empire Khwarezm en Perse et soumis des dizaines de royaumes. À sa mort en 1227, il léguait à ses descendants le plus vaste empire que le monde ait jamais connu. Son fils Ögödei Khan a hérité du trône en 1229. Contrairement à son père qui avait passé sa vie en campagne, Ögödei avait des ambitions encore plus vastes. Il voulait que l'empire mongol atteigne la Grande Mer, l'océan Atlantique. En 1235, lors d'un Kurultai, l'assemblée des princes mongols, il a donné l'ordre qui allait sceller le destin de millions d'Européens, conquérir l'Occident. Le commandement de cette opération est revenu à Batu Khan, petit-fils de Gengis Khan, et à son général légendaire, Subutai. Subutai avait alors plus de 60 ans, mais c'était le plus grand stratège militaire de son temps. Il avait combattu aux côtés de Gengis Khan pendant des décennies et n'avait jamais perdu une bataille majeure. Ensemble, Batu et Subutai ont réuni une armée colossale, peut-être 130 000 cavaliers, pour entreprendre la conquête de l'Europe. L'invasion a commencé fin 1236. Les Mongols ont traversé la Volga et ont d'abord anéanti les Bulgares de la Volga, les Koumans et les Alains. Ces peuples de la steppe, pourtant habitués à la guerre, n'ont pas tenu longtemps face à la machine de guerre mongole. En novembre 1237, Batu Khan a envoyé des émissaires au grand prince Yuri II de Vladimir. Le message était simple: soumets-toi ou meurs. Yuri a refusé. Ce fut une erreur fatale. En décembre 1237, les Mongols ont assiégé Ryazan. Après 6 jours de combats acharnés, la ville est tombée. Les chroniques russes racontent que pas une âme n'a été épargnée. Les Mongols ont massacré la population entière, nobles et paysans confondus. Ryazan a été tellement détruite qu'elle n'a jamais retrouvé sa splendeur d'antan. Les armées russes ont tenté de résister. Yuri a envoyé ses fils avec des troupes pour arrêter la horde, mais ils ont été anéantis. Ville après ville, les Mongols ont avancé avec une efficacité terrifiante. Kolomna est tombée, puis Moscou, encore un village insignifiant à l'époque. En février 1238, Vladimir elle-même, la capitale, a été assiégée. En 5 jours, c'était fini. La ville a brûlé et sa cathédrale, remplie de réfugiés qui cherchèrent la protection divine, est devenue leur tombeau quand les Mongols y ont mis le feu. Yuri s'est enfui vers le nord avec les débris de son armée. Les Mongols l'ont traqué et l'ont rattrapé au bord de la rivière Site en mars 1238. Ce fut un massacre. Yuri est mort au combat et l'armée russe a cessé d'exister. En moins d'1 an, la Russie était à genoux, mais les Mongols n'en avaient pas terminé. Ils ont continué leur progression, prenant Tchernigov, Pereyaslav et finalement, en décembre 1240, Kiev. Kiev était la perle de la chrétienté orientale, une cité magnifique avec ses églises dorées et ses monastères. Les Mongols l'ont assiégée avec leurs catapultes et leurs béliers. Quand les défenses sont cédées, ils ont déferlé dans les rues. La cathédrale Sainte-Sophie, l'un des plus beaux édifices d'Europe, a été pillée. Des milliers d'habitants ont été tués. Un voyageur qui est passé par là quelques années plus tard a écrit qu'on pouvait à peine marcher dans les rues tant les ossements humains étaient nombreux. Pendant que la Russie brûlait, l'Europe occidentale était dans un déni presque comique. Les royaumes européens étaient trop occupés par leurs querelles intestines pour prêter attention à ce qui se passait à l'Est. Le Saint-Empire romain germanique était en conflit avec la papauté. La France et l'Angleterre se regardaient en chiens de faïence. L'Italie était fragmentée en dizaines de cités-États rivales. Personne ne prenait au sérieux les récits de catastrophes qui venaient de Russie. Quelques voix se sont élevées. Des réfugiés russes ont fui vers l'ouest en racontant des histoires d'horreur.
Des moines ont envoyé des lettres alarmantes au pape. En 1229, le roi de Hongrie Béla IV avait même reçu un frère dominicain nommé Julien qui revenait d'une mission en Russie avec une lettre de Batu Khan. Dans cette lettre, Batu ordonnait à Béla de se soumettre ou de faire face à la destruction. Béla n'a pas répondu. Il pensait probablement que c'était du bluff. Ce ne l'était pas. Début 1241, après avoir liquidé la résistance russe, les Mongols ont tourné leur regard vers l'Europe centrale. Subutai, le génie stratégique derrière toutes ces victoires, a conçu un plan d'une audace stupéfiante. L'armée mongole allait se diviser en 3 forces distinctes pour une invasion coordonnée sur un front de milliers de kilomètres. L'armée principale, commandée par Batu et Subutai eux-mêmes, allait envahir la Hongrie en passant par les Carpates. Une deuxième armée suivrait le Danube et attaquerait la Hongrie par le sud-est. La troisième force, sous le commandement des princes Baïdar et Kadan, avec Orda Khan comme lieutenant, irait en Pologne. Leur mission était double: détruire toute opposition polonaise et servir de diversion pour empêcher les autres royaumes européens de venir en aide à la Hongrie. Puis, une fois leur travail accompli, ils rejoindraient l'armée principale pour l'assaut final. Fin 1240, les Mongols ont commencé leurs opérations de reconnaissance en Pologne. Des éclaireurs sont entrés sur le territoire polonais pour cartographier la région et identifier les forces ennemies. Le 13 février 1241, une force mongole d'environ 8 000 à 10 000 cavaliers a traversé la Vistule sur la glace. La glace était assez épaisse pour supporter le poids des chevaux et de leurs cavaliers, un fait que les Mongols ont exploité avec leur efficacité habituelle. Leur première cible était Sandomierz, une ville fortifiée dans le sud de la Pologne. Le siège a été bref mais brutal. Le 13 février, la ville est tombée et a été mise à sac. Les Mongols ont massacré la garnison et une partie de la population avant de continuer leur avancée. Leur stratégie était claire: semer la terreur, détruire les forces militaires polonaises avant qu'elles ne puissent se rassembler et se déplacer si vite que l'ennemi ne puisse jamais les rattraper. Le voïvode de Cracovie, Włodzimierz, a tenté de rassembler une armée pour arrêter l'invasion. Il a rencontré les Mongols à Tursko le 13 février. Ce fut un désastre. L'armée polonaise a été anéantie et Włodzimierz a probablement péri dans la bataille. Les Mongols ont continué leur avancée inexorable vers Cracovie, la capitale de la petite Pologne. Une autre armée polonaise a tenté sa chance le 18 mars à Chmielnik. Le résultat a été le même: défaite totale. Les Polonais se battaient avec courage, mais ils n'avaient aucune réponse aux tactiques mongoles. Les archers à cheval mongols criblaient de flèches les chevaliers polonais lourdement armés, les harcelant sans cesse sans jamais s'engager dans un combat rapproché où les Polonais auraient eu l'avantage. À ce stade, la panique s'est emparée de la Pologne. Les habitants de Cracovie ont compris qu'ils ne pouvaient pas défendre leur ville. Le duc Boleslas V, le pudique, qui gouvernait Cracovie, a décidé d'abandonner la ville et de fuir en Hongrie avec sa famille. Les citoyens ont mis le feu à leur propre ville plutôt que de la laisser intacte aux envahisseurs. Le 24 mars 1241, les Mongols sont entrés dans Cracovie. Ils ont achevé la destruction et ont massacré ceux qui étaient restés, puis ils ont continué leur route vers l'ouest. Pendant que la Pologne du Sud brûlait, un homme au nord tentait désespérément de rassembler une force capable d'arrêter les envahisseurs. Henri II le Pieux, duc de Silésie, était l'un des nobles les plus puissants de Pologne. Il avait hérité en 1238 d'un vaste territoire comprenant la Silésie, une partie de la Grande Pologne et le duché de Cracovie. Il était le fils d'Henri Ier le Barbu, qui avait passé sa vie à tenter de réunifier les territoires polonais fragmentés. Henri II avait poursuivi ce rêve. Henri était un homme pieux, d'où son surnom. Il était marié à Anne de Bohême, la fille du roi Ottokar Ier, et entretenait d'excellentes relations avec son beau-frère, le roi Venceslas Ier de Bohême. Ces alliances familiales allaient s'avérer cruciales pour rassembler une armée capable de faire face aux Mongols. Quand les nouvelles de l'invasion sont arrivées, Henri a immédiatement compris la gravité de la situation. Il a commencé à rassembler ses forces près de Legnica, dans son propre duché de Silésie. Il a envoyé des messagers dans toutes les directions pour demander de l'aide. Venceslas de Bohême a répondu à l'appel et a commencé à marcher vers le nord avec une armée substantielle, peut-être 50 000 hommes, selon certaines sources. Des contingents sont venus d'Allemagne. Des volontaires étrangers se sont joints à la cause. Le pape Grégoire IX avait proclamé une croisade contre les envahisseurs mongols. Des chevaliers de divers ordres militaires ont répondu à l'appel. Les Templiers ont envoyé des hommes. L'ordre teutonique, basé dans la région baltique, a dépêché un contingent.
Les hospitaliers ont également contribué. C'était une force composite, représentant la chrétienté dans son ensemble, unie face à ce qu'elle percevait comme une menace existentielle. Henri a également reçu le soutien de Mieszko II l'Obèse, duc d'Opole, un de ses vassaux. Mieszko avait déjà fait preuve de courage en mars 1241 quand il avait lancé une attaque surprise contre des détachements mongols qui s'apprêtaient à traverser l'Oder. Cette action audacieuse avait permis de gagner du temps précieux pour Henri, mais Mieszko savait que ce n'était qu'un répit temporaire. L'armée d'Henri a fini par compter entre 20 000 et 30 000 hommes selon les estimations modernes, bien que les chiffres de l'époque soient de contradictoires. C'était une force imposante pour les standards médiévaux, mais elle présentait des faiblesses. Une grande partie de l'infanterie était constituée de paysans et de mineurs mal équipés, mobilisés à la hâte. Ils avaient du courage, mais peu de formation militaire. La force de frappe réelle résidait dans la cavalerie lourde, les chevaliers montés, protégés par des armures et armés de lances. Henri avait un plan. Il voulait attendre l'arrivée de Venceslas et de son armée bohémienne avant d'engager le combat. Unis, ils auraient peut-être une chance. Mais les Mongols n'allaient pas lui laisser ce luxe. Bédar et Kadan, les commandants mongols en Pologne, n'étaient pas des idiots. Ils savaient que si Henri parvenait à faire jonction avec l'armée de Bohême, les Mongols seraient en infériorité numérique et devraient probablement se retirer. Leur mission était claire, empêcher cette jonction à tout prix et détruire les armées polonaises séparément. Les Mongols ont donc accéléré leur avancée. Ils ont marché sur Wrocław, l'ancienne capitale de Silésie, et ont commencé à en faire le siège. Mais quand leurs éclaireurs ont rapporté que l'armée bohémienne approchait par le sud, ils ont immédiatement levé le siège. Wrocław n'était pas l'objectif. L'objectif était l'armée d'Henri. Les Mongols ont intercepté Henri près de Legnica, dans une plaine appelée Legnicki Pole, le champ de Legnica. C'était un terrain idéal pour la cavalerie, exactement le type de champ de bataille que les Mongols préféraient. Henri n'avait plus le choix. Venceslas était encore à une journée de marche. S'il reculait maintenant, il risquait d'être harcelé et détruit pendant sa retraite. Il a décidé de livrer bataille. L'armée mongole qui a fait face à Henri ce jour-là comptait probablement entre 8 000 et 20 000 hommes. Les sources de l'époque ont tendance à exagérer les chiffres ennemis. Certains chroniqueurs parlent de 100 000 Mongols, mais les historiens modernes s'accordent sur une force beaucoup plus modeste. Ce qui compte, ce n'est pas tant le nombre que l'efficacité. Cette force mongole était un détachement, probablement 1 ou 2 tumènes, une unité mongole de 10 000 hommes, de l'armée principale. Mais c'était suffisant. La nuit du 8 avril, les deux armées ont campé à proximité l'une de l'autre. Les soldats d'Henri ont dit leurs prières, ont affûté leurs armes. Certains chevaliers ont probablement rédigé leur testament. Ils savaient que le lendemain serait décisif. De l'autre côté, les Mongols préparaient leur bataille avec leur méthodologie habituelle, vérifier l'équipement, distribuer les flèches, organiser les unités. Ils se préparaient comme ils l'avaient fait des centaines de fois auparavant. Une chose a frappé les Européens ce soir-là et le matin du 9 avril, le silence des Mongols. Les armées médiévales européennes étaient bruyantes. Les chevaliers criaient, les soldats chantaient, les trompettes sonnaient. Mais les Mongols se déplaçaient dans un silence presque complet. Ils utilisaient des signaux de drapeau pour communiquer, un système que les Européens ne comprenaient pas et qui leur semblait presque surnaturel. L'aube du 9 avril s'est levée froide et brumeuse sur les plaines de Silésie. Henri II le Pieux a divisé son armée en 5 divisions, une décision tactique qui reflétait à la fois la prudence et une compréhension partielle de la menace mongole. Il savait que les Mongols utilisaient la fausse retraite comme tactique favorite. En gardant des réserves, il espérait pouvoir répondre à cette ruse. La première division comprenait les chevaliers de Silésie sous le commandement direct d'Henri. La deuxième était composée de la cavalerie de Grande-Pologne, menée par un noble nommé Sulislav. La troisième division était celle de Mieszko II d'Opole. La quatrième comprenait les ordres militaires, templiers, hospitaliers, teutoniques. La cinquième était l'infanterie polonaise, une masse de paysans et de soldats moins bien équipés. Les Mongols, de leur côté, ont adopté leur formation habituelle. En avant, le Mangudai, une unité d'archers à cheval léger dont le travail était d'attirer l'ennemi dans un piège. Derrière eux, disposés en éventail, les autres unités de cavalerie légère. Et en réserve, la cavalerie lourde mongole, des guerriers protégés par des armures lourdes, montés sur de puissants chevaux, prêts à porter le coup mortel, une fois l'ennemi épuisé et désorganisé. Le combat a commencé par une attaque de la cavalerie de Moravie menée par le duc Boleslav. Ils ont chargé l'avant-garde mongole
avec toute la férocité de la chevalerie européenne. Au début, cela a semblé fonctionner. Les Mongols ont reculé, les chevaliers moraves, enthousiastes, ont poursuivi. Puis les archers mongols ont commencé à tirer. Les flèches mongoles étaient redoutables. Elles pouvaient percer les mailles de fer à distance. Et les Mongols ne se contentèrent pas de tirer, ils tiraient en se déplaçant, en tournant, en maintenant leur distance. Les chevaliers moraves, alourdis par leurs armures, ne pouvaient pas les rattraper. Petit à petit, les Mongols ont presque encerclé la formation morave, les criblant de flèches de tous les côtés. Boleslav a dû ordonner la retraite. Sa division est revenue vers les lignes principales, saignant abondamment. Henri, voyant le début difficile, a envoyé sa deuxième vague. Sulislav avec la cavalerie de Grande-Pologne et Mieszko-Dopol avec ses chevaliers. Encore une fois, les chevaliers polonais ont chargé avec bravoure. Et encore une fois, les Mongols ont semblé reculer. Cette fois, la retraite paraissait plus désordonnée, presque paniquée. Les Polonais ont pressé leur attaque, convaincus qu'ils étaient sur le point de remporter la victoire. C'était exactement ce que les Mongols voulaient. La fausse retraite était leur tactique signature, perfectionnée à travers des décennies de guerre. Pendant que les chevaliers polonais poursuivaient l'avant-garde mongole, ils se séparaient de leur propre infanterie. L'écart grandissait entre les deux composantes de l'armée d'Henri. Puis, soudain, tout a changé. Un cavalier mongol est sorti des rangs ennemis et a crié en polonais « Courez, courez !» C'était un stratagème psychologique. Mieszko-Dopol, croyant peut-être que c'était un avertissement légitime ou craignant une embuscade, a commencé à reculer avec ses hommes. La confusion s'est emparée des rangs polonais. Certains continuaient à avancer, d'autres reculaient. Henri a vu le désordre se former. Il a personnellement mené sa division de chevaliers silésiens en avant pour soutenir Sulislav et stabiliser la ligne. C'est à ce moment que les Mongols ont déclenché leur piège. Les Mongols ont créé un écran de fumée massif. Comment, exactement? Les sources ne sont pas claires. Certains disent qu'ils ont brûlé des roseaux ou de la végétation verte qui produisait une fumée épaisse. D'autres parlent de peau fumigène, une technologie que les Mongols auraient acquise des Chinois. Quelle que soit la méthode, le résultat était dévastateur. Un mur de fumée dense s'est abattu sur le champ de bataille, séparant la cavalerie polonaise de son infanterie. Dans cette fumée, les chevaliers polonais ne voyaient plus rien. Ils ne savaient plus où étaient les Mongols, où étaient leurs propres alliés. Leur formation s'est disloquée. Les hommes tournaient en rond cherchant désespérément l'ennemi. Et puis les flèches ont commencé à pleuvoir. Les archers mongols tiraient dans la fumée avec une précision stupéfiante. Ils connaissaient la position de leurs ennemis grâce à leurs éclaireurs et à leur système de communication par drapeau. Les chevaliers polonais, eux, étaient des cibles faciles. Les flèches perçaient les armures, blessaient les chevaux, semèrent le chaos. Les cris des blessés se mêlaient aux hennissements terrorisés des montures. Pendant ce temps, la cavalerie légère mongole attaquait les flancs de la cavalerie polonaise désorganisée. Ils fondaient sur les chevaliers, tiraient leurs flèches à bout portant, puis se retiraient avant qu'on puisse les toucher. C'était une guerre d'usure, et les Polonais perdaient. L'infanterie polonaise, séparée de sa cavalerie par le mur de fumée, ne savait pas ce qui se passait. Ils entendirent les combats, mais ne pouvaient pas voir. Quand la cavalerie légère mongole s'est finalement tournée vers eux, ils étaient déjà démoralisés. Les Mongols ont chargé les flancs de l'infanterie, massacrant les paysans et les soldats mal équipés avec une efficacité brutale. Puis est venue la cavalerie lourde mongole. Ces guerriers d'élite, protégés par des armures de plaques et de cuir, montés sur de puissants destriers, ont chargé le centre de ce qui restait de l'armée polonaise. C'était le coup de grâce. La formation polonaise s'est complètement effondrée. Henri a réalisé que la bataille était perdue. Il a tenté de fuir avec un petit groupe de gardes du corps, probablement dans l'espoir de se regrouper et de continuer la résistance. Mais les cavaliers mongols l'ont traqué. Ils étaient plus rapides, leurs chevaux étaient plus frais. Ils ont rattrapé Henri et son escorte. Les détails exacts de la mort d'Henri sont flous. Ce qui est certain, c'est qu'il a été tué, probablement en combattant jusqu'au bout. Les Mongols ont décapité son corps. Ils ont ensuite mis sa tête au bout d'une lance et l'ont paradé autour de Legnica, montrant à tous ce qui arrive à ceux qui osent résister à la horde. Le massacre a continué pendant des heures. Les Mongols ne faisaient pas de quartier. Selon la chronique de Jan V Sansougosh, écrite bien plus tard au XVe millénième siècle, les pertes polonaises étaient catastrophiques. Les estimations varient énormément. Certaines sources parlent de 2000 morts, d'autres de 40 000. La vérité se situe probablement quelque part entre les deux, mais ce qui est certain, c'est que l'armée d'Henri a été pratiquement détruite.
Les Mongols avaient une méthode macabre pour compter leurs victimes. Après chaque bataille, ils coupèrent l'oreille droite de chaque cadavre ennemi. Ce système leur permettait de comptabiliser précisément le nombre de tués et servait aussi à prouver leurs exploits à leurs supérieurs. Après Legnica, selon les sources, ils auraient rempli 9 sacs d'oreilles. Si chaque sac contenait quelques milliers d'oreilles, cela donnerait une estimation de 20 000 à 30 000 morts polonais. Boleslav de Moravie est mort sur le champ de bataille. De nombreux nobles polonais ont péri. L'ordre militaire des Templiers a perdu environ 500 hommes, selon certaines sources, y compris 9 frères, 3 chevaliers et 2 sergents, ainsi que des pertes civiles dans les villages templiers qui ont été pillés après la bataille. Les Hospitaliers et les Teutoniques ont également subi de lourdes pertes. Quant aux pertes mongoles, elles restent un mystère. Les sources mongoles étaient rares et souvent exagéraient les victoires tout en minimisant les pertes. Les sources européennes ne pouvaient évidemment pas compter les morts mongols au milieu du chaos de la bataille. Certains historiens pensent que les Mongols ont subi des pertes légères, comme c'était généralement le cas quand ils exécutaient parfaitement leur tactique. D'autres suggèrent que les pertes ont été plus lourdes que d'habitude, ce qui expliquerait pourquoi ils n'ont pas immédiatement poursuivi vers l'ouest après la victoire. Ce qui est certain, c'est que la bataille de Legnica a été une catastrophe absolue pour la Pologne et pour l'Europe. Une armée qui représentait le meilleur de la chevalerie européenne avait été balayée en quelques heures par une force probablement inférieure en nombre. Les Mongols avaient approuvé que les tactiques militaires européennes étaient obsolètes face à leur style de guerre. Le roi Venceslas Ier de Bohême est arrivé avec son armée le lendemain, le 10 avril. Quand il a vu le champ de bataille, il a compris immédiatement qu'il était trop tard. Le sol était jonché de cadavres. Les corbeaux et les loups commencèrent déjà leur sinistre travail. L'odeur de la mort planait sur les plaines de Legnica. Venceslas était dans une position impossible. Son armée était peut-être nombreuse, mais après avoir vu ce que les Mongols avaient fait à Henri, il ne voulait pas risquer le même sort. De plus, les Mongols ne semblaient pas pressés d'engager une autre bataille majeure. Ils se contentaient de piller la région environnante. Le roi bohémien a pris la seule décision sensée. Il s'est retiré vers son royaume. Il a marché vers les montagnes qui bordèrent la Bohême, où la cavalerie mongole ne pourrait pas opérer efficacement. Il avait l'intention de rassembler plus de renforts en Thuringe et en Saxe, de construire une armée encore plus grande qui pourrait peut-être faire face aux envahisseurs. Mais les Mongols l'ont harcelé pendant sa retraite. Une petite force mongole a attaqué Venceslas près de Klodzko mais a été repoussée. C'était un rare succès pour les Européens, mais cela ne changeait rien à la situation globale. Les Mongols avaient accompli leur mission en Pologne. Ils avaient détruit les armées polonaises, semé la terreur et empêché toute aide d'atteindre la Hongrie. Maintenant, il était temps de rejoindre Batou et Subutai pour l'assaut final contre la Hongrie. La question qui hante les historiens depuis des siècles est simple. Comment une armée de chevaliers européens, souvent supérieure en nombre, a-t-elle pu perdre si catastrophiquement contre les Mongols? La réponse réside dans plusieurs facteurs. Premièrement, la discipline mongole était sans égale à l'époque médiévale. Les armées féodales européennes étaient essentiellement des collections de guerriers individuels, chacun loyal à son propre seigneur plutôt qu'à un commandement central. Les nobles européens voyaient souvent leur commandant comme un premier parmi les égaux, plutôt que comme un chef absolu. Cela créait des problèmes de coordination. On l'a vu à Legnica quand Mieszko-Dopol a reculé sans coordination avec le reste de l'armée. Les Mongols, en revanche, avaient une chaîne de commandement claire et verticale. Chaque unité obéissait sans question. Ils s'entraînaient ensemble pendant des années. Chaque guerrier mongol savait exactement ce qu'on attendait de lui dans n'importe quelle situation. Cette discipline transformait l'armée mongole en une machine de guerre d'une efficacité terrifiante. Deuxièmement, les tactiques mongoles étaient révolutionnaires pour l'époque. L'armée européenne reposait sur la charge de cavalerie lourde, des chevaliers en armure qui chargeaient en masse pour briser les lignes ennemies par le choc. C'était dévastateur contre d'autres armées européennes ou contre l'infanterie. Mais les Mongols ne jouaient pas à ce jeu. Les Mongols utilisaient des archers à cheval légers comme force principale. Ces cavaliers pouvaient tirer en se déplaçant, en reculant, même en tournant le dos à l'ennemi. Ils maintenaient toujours leur distance, harcelant l'ennemi avec des flèches sans jamais s'engager dans un combat rapproché où les chevaliers auraient eu l'avantage. Quand l'ennemi était épuisé, démoralisé et désorganisé, alors seulement la cavalerie lourde mongole chargeait pour achever le travail. La fausse retraite était leur tactique signature. Les Mongols avaient perfectionné cet art au point où cela semblait instinctif.
Il reculait, attirant l'ennemi dans une poursuite, le séparant de son infanterie et de ses réserves, puis se retournait et contre-attaquait avec une violence explosive. À Legnica, Henri avait divisé son armée en 5 divisions précisément parce qu'il connaissait cette tactique, mais cela n'a pas suffi. Les Mongols étaient trop habiles. Troisièmement, la communication mongole était supérieure. Ils utilisaient un système élaboré de signaux par drapeau qui permettait aux commandants de transmettre des ordres complexes en temps réel pendant la bataille. Les Européens n'avaient rien de comparable. Une fois le combat commencé, surtout dans le chaos de la mêlée et de la fumée, les commandants européens perdaient pratiquement tout contrôle sur leurs troupes. Quatrièmement, les Mongols avaient l'avantage de l'expérience. Ces guerriers avaient combattu partout, de la Chine à la Perse, contre tous les types d'ennemis imaginables. Ils avaient vu toutes les tactiques, toutes les formations. Ils savaient comment s'adapter. Les Européens, en revanche, n'avaient jamais rien vu de tel. Ils se battaient, selon les règles de la guerre féodale européenne, contre un ennemi qui ne connaissait pas ces règles. Enfin, il y avait la question de la mobilité. Les chevaux mongols étaient petits, mais incroyablement robustes. Ils pouvaient voyager de grandes distances, avec peu de nourriture, et résister à des conditions extrêmes. Chaque guerrier mongol avait plusieurs chevaux, qui lui permettait de changer de monture et de maintenir un rythme effréné. Les chevaux européens, bien que plus grands et plus puissants, étaient moins endurants et nécessitaient plus de soins. La mort d'Henri II le Pieux a eu des conséquences catastrophiques pour la Pologne. Henri travaillait depuis des années à réunifier les territoires polonais fragmentés, poursuivant le rêve de son père. Sa mort a mis fin à ce projet. La Pologne s'est fragmentée encore davantage. Son fils aîné, Henri III le Blanc, n'avait que 10 ou 11 ans au moment de la bataille. Il était trop jeune pour gouverner. Sa mère, Anne de Bohême, a assuré la régence, mais elle ne pouvait pas empêcher les autres nobles polonais de saisir l'opportunité pour s'emparer de territoires. Przemysl Ier de Grande-Pologne et Boleslas le Pieux se sont emparés des régions de Poznań et de Gniezno, des territoires qui avaient été contrôlés par la Silésie. Conrad Ier de Mazovie est redevenu duc de Cracovie. La Grande-Pologne, la Petite-Pologne, la Silésie et la Mazovie sont redevenues des entités séparées, souvent rivales. La Silésie elle-même a été perdue pour la sphère d'influence polonaise pendant des siècles. Elle est tombée progressivement sous le contrôle du Saint-Empire romain germanique et de la Bohême. Ce n'est qu'au XIVe siècle que certaines parties de la Silésie sont revenues sous contrôle polonais, et même alors, pas de façon permanente. Sur le plan humain, les pertes étaient énormes. Des milliers de nobles, de chevaliers, de soldats étaient morts. Des villages entiers avaient été détruits par les raids mongols. La population de certaines régions a mis des décennies à se rétablir. L'économie a souffert. Les champs n'étaient pas cultivés, le commerce était perturbé, la peur régnait. Mieszko II l'Obèse, qui avait fui la bataille à un moment crucial, est retourné dans son duché après le départ des Mongols. Il a passé le reste de sa vie à reconstruire ce qui avait été détruit. Mais sa réputation était ternie. Certains chroniqueurs l'ont accusé d'être en partie responsable de la défaite à cause de sa retraite prématurée. Après la bataille de Legnica, l'Europe a fait face à un cauchemar encore plus terrible en Hongrie. Le roi Béla IV avait rassemblé une force massive de 60 000 à 70 000 hommes près de la rivière Sajo à Mohi. Il pensait sa position forte avec la rivière comme défense naturelle et des arbalétriers gardant le pont principal. Mais le 10 avril au soir, quand les Mongols sont arrivés et ont tenté de forcer le pont, Béla a commis une erreur fatale en retournant célébrer ce qu'il croyait être une victoire. À l'aube du 11 avril, 2 jours après Legnica, Batu-Khan a lancé son assaut avec des catapultes bombardant le pont. Pendant ce temps, Subutai a traversé la rivière en amont avec 30 000 hommes. Les Hongrois se sont retrouvés pris en tenaille. Paniqués, ils se sont repliés vers leur camp fortifié que les Mongols ont encerclé en laissant intentionnellement une ouverture. Quand les Hongrois terrifiés se sont précipités vers cette sortie, les archers mongols les ont massacrés. Béla IV s'est échappé de justesse vers la Croatie. L'armée hongroise avait cessé d'exister et entre 15% et 25% de la population hongroise a péri dans cette invasion. Après Legnica et Mohi, l'Europe était paralysée par la peur. Les 2 plus grandes armées du continent avaient été anéanties en 2 jours. Les Mongols ont poussé jusqu'en Autriche, attaqué la Moravie, la Dalmatie et la Croatie. Leurs éclaireurs sont arrivés aux frontières de l'Allemagne. Le pape Grégoire IX a tenté de rallier l'Europe pour une croisade, mais ses appels sont restés sans réponse. Le Saint-Empire et la papauté se disputaient, la France et l'Angleterre refusaient de s'impliquer.
Frédéric II du Saint-Empire a même répondu avec sarcasme à la demande de soumission de Batu Khan, disant qu'il ferait un bon fauconnier. Ce déni révélait que les dirigeants européens ne comprenaient pas à quel point la situation était désespérée. Batu et Subutai préparaient l'attaque de l'Autriche, puis de l'Italie et de l'Allemagne au printemps 1242. Rome aurait pu tomber, le Saint-Empire être détruit, la civilisation européenne balayée. Mais en décembre 1241, Ögedei Khan est mort à Karakorum. Sa mort a changé le cours de l'histoire. Selon le Yasa, la loi mongole, tous les princes du sang devaient se réunir pour élire le nouveau grand Khan. Batu Khan, ayant une prétention légitime au trône, ne pouvait ignorer cette obligation malgré les conseils de Subutai de poursuivre la campagne. Il savait que son rival Guyuk manœuvrait déjà pour s'assurer le pouvoir. Au printemps 1242, l'armée mongole s'est retirée. Une armée invincible au sommet de sa puissance s'est simplement retournée et est partie. Les Européens ont attribué ce retrait à l'intervention divine plutôt que d'admettre qu'ils avaient été sauvés par un accident. La mort d'un homme à des milliers de kilomètres. Batu est arrivé à Karakorum en 1243, mais Guyuk avait déjà consolidé son soutien et a été élu grand Khan en 1246. Les deux hommes se détestaient depuis un incident en 1240 concernant qui devait boire en premier du bêcher cérémoniel. Batu est retourné dans son domaine et a établi sa capitale à Saraï sur la Volga. En 1248, Guyuk est mort mystérieusement en marchant vers l'ouest, peut-être empoisonné par Batu. Batu est devenu le faiseur de roi de l'Empire mongol, soutenant l'élection de Möngke Khan en 1251. En 1255, il préparait une nouvelle campagne vers l'Atlantique, mais il est mort cette année-là. Subutai était déjà mort en 1248. Sans ces deux géants, personne n'avait la compétence pour reprendre la conquête de l'Occident. La bataille de Legnica a laissé un héritage profond. Pour la Pologne, elle est devenue un symbole de sacrifice et de résistance malgré la défaite. Henri II le Pieux a été vénéré comme un martyr. L'Europe a dû repenser sa façon de faire la guerre. Les armées ont accordé plus d'importance à la discipline et à la coordination. Les fortifications ont été renforcées partout. La Hongrie sous Béla IV a construit des centaines de châteaux en pierre. Quand les Mongols sont revenus dans les années 1280, ils ont trouvé un pays mieux défendu et n'ont pas infligé les mêmes dégâts. L'invasion a maintenu la fragmentation de la Pologne pendant des siècles. L'unification n'est arrivée qu'en 1320 sous Ladislas Ier le Bref. La Russie a souffert le plus, tombant sous la domination de la Horde d'Or pendant 2 siècles et demi. Cette période du joug tatar a profondément influencé le développement russe. L'autocratie russe, avec son pouvoir centralisé, doit beaucoup au modèle mongol. Les Mongols étaient efficaces grâce à un système complet révolutionnaire. Leur arc composite pouvait percer les armures. Les garçons mongols apprenaient à monter et tirer dès 3 ans, acquérant 15 ans d'expérience avant de rejoindre l'armée. Leur armée était organisée selon le système décimal avec une chaîne de commandement claire. Ils utilisaient le renseignement sophistiqué, envoyant des espions avant chaque campagne. Leur logistique était supérieure, avec plusieurs chevaux par guerrier, leur permettant de couvrir 80 à 100 km par jour contre 20 pour les Européens. La guerre psychologique complétait leur tactique. Les histoires de massacres semaient la terreur et de nombreuses villes se rendaient sans combattre. La mort de Godey a sauvé l'Europe d'un test catastrophique. Les structures médiévales européennes auraient pu être balayées. La cathédrale Notre-Dame, la Renaissance italienne, l'université d'Oxford, tout aurait pu ne jamais exister. Legnica n'était pas qu'une bataille, mais un moment charnière. Ce jour-là, l'Europe a frôlé l'abîme et a survécu par accident. Les Mongols ont prouvé leur supériorité tactique écrasante. Henri II et ses chevaliers ont fait preuve de courage, mais le courage ne suffisait pas. L'histoire de Legnica enseigne que l'arrogance peut être mortelle, que les systèmes militaires doivent évoluer, mais aussi que les sociétés humaines sont résilientes et trouvent le moyen de persévérer même après les pires catastrophes. C'est l'héritage de Legnica, une défaite courageuse qui a contribué à sauver une civilisation entière.